globalement. Mais c'est l'attention aussi aux mobilisations localisées, insérées dans la proximité, aux effets immédiats. On se bat contre telle pollution industrielle, contre telle centrale nucléaire. On va expérimenter à un moment donné telle énergie renouvelable sur un site précis. On va modifier sa propre alimentation personnelle. On va procéder à un traitement différent des ordures ménagères, etc. Donc il y a un lien entre ce pensée globale et puis une action locale. C'est au point de départ de l'écologie politique. Mais il me semble qu'aujourd'hui, ce mot d'ordre initial de l'écologie politique doit pouvoir s'affiner en entrant davantage dans la complexité des rapports du global et du local. Et c'est pour ça que je propose un mot d'ordre aussi plus compliqué, qui est agir localement, penser globalement, agir globalement, penser localement. Agir localement, penser globalement, agir globalement, penser localement. Donc, agir localement, penser globalement, c'est le mot d'ordre initial. Ça met donc l'accent sur le fait que l'écologie politique se nourrit d'une action localisée, d'une intervention de proximité. Mais pour ne pas se perdre dans le localisme, dans l'émiettement local, ça doit prendre sens par rapport à une vision globale des choses, à ce qui se passe globalement sur la planète, à une sorte de boussole globalisante de l'action. Bon, on a besoin d'une boussole. Le deuxième élément, il est plus nouveau, c'est agir globalement, penser localement. Et donc ça nous amène à nous déplacer un peu par rapport au mot d'ordre initial de l'écologie politique. Pourquoi ? Parce que la pensée globale ne suffit pas à la globalisation. Il existe une exigence de convergence et de coordination des luttes à l'échelle globale qui n'est pas simplement un problème de pensée, d'effort intellectuel. Donc il y a besoin que les expériences locales, que les luttes locales, que les mouvements sociaux convergent au niveau global. Donc il faut une action globale aussi. D'ailleurs c'est ce que porte aujourd'hui la galaxie altermondialiste, une action à un niveau global et pas simplement une action à un niveau local. Donc agir globalement. Mais pourquoi penser localement ? Parce que cette globalisation dans l'action et dans la pensée ne doit pas nous conduire à passer le bulldozer d'une pensée trop généralisatrice, abstraite, sur la variété des contextes locaux, nationaux, etc. Le fait que les différents contextes ont des rythmes temporels différents, ont des spécificités, des caractéristiques propres, et donc il ne faut pas rabattre tout. On voit bien ces groupes, notamment d'extrême gauche, mais pas seulement, qui arrivent sur un terrain local et qui pourraient sur n'importe quel terrain local tenir le même discours partout, parce qu'ils ne tiennent pas en compte des caractéristiques des contextes locaux. Bon. Et donc il faut aussi penser localement. Pour mener à bien un travail de coordination de sites multiples de lutte, d'expérimentation, il faut être attentif à leurs différences, à leurs spécificités. Donc d'une part, il faut une pluralité des luttes, des mouvements, une autonomie, et en même temps, ils font de la convergence et de la coordination, les deux. Mais il ne faut pas rabattre l'un sur l'autre. Il y a des gens qui vont rabattre la coordination sur le local, sur la spécificité, mais dans ce cas-là, on ne voit pas comment on pourrait avoir une action globale. Et il y a ceux qui rabattent tout ce qui est autonomie, pluralité, etc., sur de l'unité, sur du global, etc. Et on voit qu'ils n'arrivent pas à s'insérer sur les spécificités de ce qui fait la vie de chacun et de chaque collectivité. Donc il faut à la fois de la pluralité et de l'autonomie, il faut de la convergence et de la coordination, les deux ensemble. D'où cette idée qu'il faut aussi agir globalement, penser localement. En rapport et dans le sillage avec cette reproblématisation des rapports entre le local et le global, l'écologie politique pousse à repenser les rapports entre les niveaux individuels et collectifs de l'action. C'est-à-dire qu'elle réévalue la place de la responsabilité individuelle dans l'action écologiste. C'est-à-dire que ce qui se passe, ça dépend aussi d'une responsabilité individuelle. Je peux faire des choix complètement individuels qui sont mon mode de vie individuel. Bon. C'est quelque chose qui pose la question écologiste. C'est pas d'ailleurs la seule forme de question. Aujourd'hui, il y a une forme d'action très populaire en France qui concerne la question de l'immigration. C'est le réseau Éducation sans frontières. Donc, ce réseau qui est né d'abord dans les écoles, l'apport à partir d'enseignants, de parents d'élèves, qui protège des enfants sans papier qui peuvent être expulsés, qui peuvent même les cacher de la police. Bon. Ben, ce réseau, il suppose une action, une responsabilité immédiatement individuelle. Des gens s'impliquent complètement personnellement pour défendre des gens, pour les protéger, pour les cacher. Et en même temps, ça ne peut exister que s'il y a un réseau collectif, que s'il y a un cadre collectif. Donc, une articulation entre une responsabilité individuelle et un cadre collectif d'organisation. Mais l'action écologiste, elle pose ça aussi comme problème. C'est-à-dire
évidemment, l'action individuelle ne peut pas suffire. Le mode de production et de consommation qui génère les dégâts écologiques, qui menace la planète, il ne dépend pas que de la consommation et de la production d'une seule personne, et même de quelques personnes. C'est une logique collective. Et donc, on doit pouvoir stipuler des efforts individuels pour se changer soi-même et pour changer ses modes de consommation et de production, mais en même temps, ça suppose une action collective pour transformer radicalement l'ensemble des structures de production et de consommation. Les deux ensemble. Bon. Et l'action écologiste, ça elle nous oblige à penser les deux niveaux. Et là aussi, si on est plutôt simplement du côté individuel ou si on est plutôt simplement que du côté collectif, on perd une partie de l'intérêt de l'action écologiste. Donc, deuxième problème du rapport entre anticapitalisme et question écologiste, c'est la question du rapport entre le local et le global et entre l'individuel et le collectif. Troisième problème, alors c'est une question, c'est en partie mon métier, une question plus philosophique. Alors ça sera peut-être plus compliqué, alors je vais essayer d'être plus clair. C'est ce que j'appelle des présupposés anthropologiques au sens philosophique. Alors ça peut faire quelque chose d'un peu compliqué, présupposés anthropologiques au sens philosophique. L'anthropologie, souvent on a l'impression, c'est devenu le sens le plus courant dans l'université, c'est une branche des sciences humaines. On va dire par exemple Claude Lévi-Strauss c'est un anthropologue. Bon, il étudie, c'est la branche des sciences humaines qui étudie les sociétés les plus anciennes. Bon. Alors, c'est pas en ce sens-là que j'utilise le mot anthropologie, c'est au sens que l'utilisait Kant, par exemple, donc bien avant. C'est au sens philosophique, c'est-à-dire l'anthropologie au sens philosophique, anthropos, homme, logique, c'est la vision philosophique qu'on a de ce que sont les caractéristiques des humains et de la condition humaine. Bon. Quelle idée on a plus ou moins implicitement ou explicitement de ce que sont les propriétés des humains et de la condition humaine. Par exemple, les néolibéraux, ils ont une vision de ce que c'est que la condition humaine. Ils pensent que les humains sont des êtres calculateurs qui calculent leurs intérêts et que c'est ça le principal qui caractérise les humains. Donc ils ont une anthropologie philosophique. Et donc là se pose souvent la question, quand on va critiquer la société actuelle, quand on veut proposer une société différente, mais quelles sont les implicites anthropologiques? C'est-à-dire quelle vision on a derrière de ce que sont les humains et la condition humaine. C'est différente de la vision qu'ont les néolibéraux avec cette idée de l'homo economicus, c'est-à-dire de ces humains qui sont principalement caractérisés par leur calcul de leurs intérêts économiques à l'échelle individuelle. Alors, il me semble que les réflexions écologistes ont souvent des présupposés anthropologiques. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'envisager l'émancipation avec les questions écologiques qui ont à voir avec une certaine vision de l'humanité. Alors il est intéressant ici, pour éclarifier les choses, de comparer deux grands auteurs. Le premier est sans doute plus connu internationalement, le deuxième est plus connu en France et peut-être moins connu ailleurs. C'est Marx et Durkheim. Ce sont deux fondateurs des sciences sociales. Marx est connu et Émile Durkheim, c'est un des fondateurs de la sociologie française à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Alors, c'est des choses que j'ai développées dans différents travaux que j'ai menés sur la question de l'individualisme. Alors, une des anthropologies philosophiques qui alimente la critique que Marx fait du capitalisme est celle de ce que Marx appelle l'homme complet, ou parfois il dit l'homme total. Alors c'est quoi? Ça veut dire, Marx prend l'exemple dans l'idéologie allemande, il dit, avec Engels, il dit, il y a une société de l'homme complet, de l'homme total, c'est une société où le matin, d'une certaine façon, je pourrais faire du jardinage, l'après-midi, je pourrais faire la sieste, et à un moment donné, je pourrais devenir Mozart ou devenir philosophe. C'est-à-dire un homme complet ou un homme total, c'est quelqu'un qui développe la totalité des capacités, des sens, etc. des individus, qui peut être